Le 15 juin 2006, 3 institutrices expérimentées, Françoise Garnier, Agnès Delacroix et Véronique Humbert, disparaissent mystérieusement lors d'une excursion scolaire dans les champs de lavande de Valençol, en Provence. Leurs 25 élèves les attendent au centre d'hébergement, mais elles ne reviendront jamais de leur promenade matinale. 18 ans plus tard, Marcel Girard, bibliothécaire du village, découvre une lettre cachée dans un livre d'histoire locale. Cette lettre, écrite d'une main tremblante par les 3 femmes, révèle une vérité si terrifiante qu'elle explique non seulement leur disparition, mais aussi pourquoi elles ont choisi de se sacrifier pour protéger l'une de leurs élèves. Que contenait cette lettre pour bouleverser à ce point une enquête classée sans suite depuis près de 2 décennies? Avant de continuer avec cette histoire troublante, si vous appréciez les affaires mystérieuses réelles comme celle-ci, abonnez-vous à la chaîne et activez les notifications pour ne manquer aucun nouveau cas. Maintenant, découvrons comment tout a commencé. Valençol, petit village provençal de 3200 habitants situé dans les Alpes de Haute-Provence, était réputé pour ses vastes étendues de lavande qui transformaient le paysage en un océan violet chaque été. En 2006, la région vivait principalement du tourisme rural et de la production de lavande, attirant des milliers de visiteurs venus du monde entier pour admirer les champs en fleurs et respirer les parfums enivrants de la Provence. L'école primaire de Manosque, dirigée par Henri Fontaine depuis 15 ans, organisait chaque année une excursion pédagogique dans cette région pour sensibiliser les enfants au patrimoine naturel et culturel local. Cette tradition, établie depuis 1995, était devenue l'un des temps forts de l'année scolaire. Françoise Garnier, 35 ans, était une institutrice respectée avec 12 années d'expérience. Mère de 2 enfants, elle était connue pour son approche bienveillante mais ferme avec ses élèves. Ses collègues la décrivaient comme une femme organisée, dotée d'un instinct maternel naturel qui s'étendait bien au-delà de sa propre famille. Agnès Delacroix, 29 ans, était la plus jeune du trio. Diplômée de l'École normale supérieure de Lyon, elle avait choisi l'enseignement primaire par vocation. Passionnée de botanique et de nature, elle était particulièrement enthousiaste à l'idée de faire découvrir la flore provençale aux enfants. Véronique Humbert, 42 ans, était une vétéran de l'enseignement avec 19 années d'expérience. Mère de 3 adolescents, elle était reconnue pour sa capacité à gérer les situations difficiles et sa grande connaissance des procédures de sécurité lors des sorties scolaires. La classe concernée comptait 25 élèves de CM1 et CM2, âgés de 9 à 11 ans, tous originaires de Manosque et des villages environnants. Parmi eux se trouvait Camille Leclerc, une fillette de 9 ans, aux cheveux blonds et aux yeux bleus, remarquable par sa timidité et sa tendance à s'isoler du groupe. Le centre d'hébergement, les Lavandes Bleues, tenu par la famille Jolivet depuis 3 générations, était un établissement familial, spécialisé dans l'accueil de groupes scolaires. Situé à la périphérie de Valençol, il offrait une vue panoramique sur les champs de lavande et les collines environnantes. Le mercredi 14 juin 2006, le groupe arrive au centre d'hébergement vers 16h30 après un voyage en autocar depuis Manosque. La soirée se déroule normalement. Installation dans les dortoirs, dîner collectif et veillée éducative sur l'histoire de la culture de la lavande en Provence. Les 3 institutrices se montrent détendues et enjouées, participant activement aux activités avec leurs élèves. Selon le témoignage de Marie Jolivet, la propriétaire du centre, les 3 femmes discutent longuement après le coucher des enfants, vers 21h30. Elle les aperçoit depuis sa fenêtre, assises sur la terrasse, consultant des documents et parlant à voix basse. Rien dans leur comportement ne laisse présager ce qui va suivre. Le jeudi 15 juin, à 6h15, Françoise réveille ses collègues. Elle souhaite effectuer une reconnaissance du sentier de randonnée prévu pour l'après-midi avec les enfants. Cette démarche était habituelle pour elle lors des sorties scolaires. Elle vérifiait toujours les parcours à l'avance pour s'assurer de leur sécurité. Véronique et Agnès acceptent de l'accompagner. Elles quittent le centre à 6h45, informant Marie Jolivette qu'elles seront de retour avant 8h10 pour le petit déjeuner des enfants.
Elles emportent une bouteille d'eau, leur téléphone portable et un plan de la région fourni par le centre. Le sentier qu'elles empruntent, balisé en blanc et rouge, serpente à travers les champs de lavande, avant de rejoindre une petite colline offrant une vue d'ensemble sur la vallée. Le parcours, d'une longueur de 4 kilomètres, était classé facile et régulièrement emprunté par les randonneurs. À 8h15, constatant que les institutrices ne sont pas revenues, Marie Jolivet tente de les joindre sur leur téléphone. Aucune réponse. Elle décide d'attendre encore un peu, pensant qu'elles ont peut-être prolongé leur exploration. À 8h45, face à l'inquiétude grandissante des enfants qui réclament leur maîtresse, elle alerte son mari, André Jolivet, qui part immédiatement à leur recherche sur le sentier avec leur berger allemand, Rex. André parcourt l'intégralité du sentier sans trouver aucune trace des 3 femmes. Seul détail troublant. Rex manifeste un comportement agité près d'un embranchement non balisé qui s'éloigne du sentier principal vers une propriété privée. À 10h30, André Jolivet contacte la gendarmerie de Valençol. Le brigadier-chef Pascal Morin se rend immédiatement sur place avec 2 gendarmes pour organiser les premières recherches. L'enquête préliminaire révèle que les téléphones des 3 femmes sont injoignables depuis 7h20 environ. Les dernières géolocalisations situent leurs appareils dans un rayon de 500 mètres autour du point où Rex avait manifesté son agitation. L'annonce de la disparition des 3 institutrices provoque une onde de choc dans toute la région. Manosque, ville de 22 000 habitants, n'avait jamais connu un tel drame. Les familles des enseignantes, sous le choc, se rendent immédiatement à Valençol pour participer aux recherches. Henri Fontaine, le directeur de l'école, doit gérer une situation sans précédent. Les 25 élèves, traumatisés par la disparition de leur maîtresse, sont pris en charge par une équipe de psychologues scolaires pendant que leurs parents viennent les récupérer au centre. Le mari de Françoise, Julien Garnier, menuisier de 37 ans, refuse de croire à un accident. Françoise est une randonneuse expérimentée, elle connaît ses sentiers par cœur. Elle n'aurait jamais pris de risques inconsidérés, surtout avec Agnès et Véronique, répète-t-il aux enquêteurs. Les parents d'Agnès, Roger et Simone Delacroix, retraités installés à Aix-en-Provence, arrivent le soir même. Simone, ancienne institutrice elle-même, est inconsolable. Ma fille était si prudente, si responsable. Elle ne serait jamais partie sans prévenir si quelque chose n'allait pas. Michel Humbert, époux de Véronique et gendarme à la retraite, coordonne officieusement les recherches civiles. Fort de son expérience, il organise des battues systématiques avec plus de 200 bénévoles venus de toute la région. L'enquête officielle, menée par le capitaine Laurent Vidal de la section de recherche de Marseille, explore toutes les pistes possibles. L'hypothèse d'un accident est privilégiée initialement. Chute dans un ravin, malaise collectif, perte d'orientation. Les premières semaines voient se succéder hélicoptères, maîtres chiens, spéléologues et même un médium sollicité par les familles désespérées. Toute la région est passée au peigne fin dans un rayon de 20 km autour du point de disparition. Une découverte trouble les enquêteurs. Les 3 téléphones portables sont retrouvés le 20 juin, soigneusement alignés sur un muret de pierres sèches à 800 mètres du sentier principal. Les appareils sont intacts, éteints, et leurs batteries sont complètement déchargées. Aucune trace de violence, aucun indice supplémentaire. Cette découverte relance les spéculations. Pourquoi 3 femmes auraient-elles abandonné simultanément leur téléphone? L'hypothèse d'un enlèvement commence à être sérieusement considérée. L'été 2006 transforme Valençol en théâtre d'opération. Journalistes, curiosités et équipes de télévision envahissent le paisible village. L'émission Témoin numéro 1 consacre un reportage au cas, diffusé en septembre 2006, qui génère des centaines de témoignages, mais aucune piste exploitable. Au fil des mois, les théories se multiplient. Certains évoquent une fugue collective, d'autres un accident suivi d'une amnésie traumatique. Une rumeur persistante fait état d'une secte active dans la région qui aurait recruté les 3 femmes. Les familles créent l'association Espoir Provence pour maintenir la pression médiatique et financer des recherches privées.
Chaque été, à la date anniversaire, une marche silencieuse est organisée dans les rues de Valensole. En 2008, l'affaire fait l'objet d'un livre enquête disparu en Provence du journaliste investigateur Nicolas Morel. L'ouvrage, qui devient un best-seller, avance l'hypothèse d'un réseau criminel spécialisé dans l'enlèvement de femmes occidentales pour les pays du Maghreb. L'enquête officielle, malgré l'investissement considérable de moyens, n'aboutit à aucune arrestation. En 2009, elle est classée sans suite, faute d'éléments nouveaux. Cette décision provoque la colère des familles qui saisissent la justice pour abandon de famille. Les années passent. Julien Garnier élève seul ses 2 enfants, refusant de refaire sa vie. Les parents d'Agnès vieillissent dans l'attente de nouvelles de leur fille. Michel Humbert, miné par la disparition de sa femme, développe des troubles dépressifs et doit être hospitalisé à plusieurs reprises. En 2015, l'affaire revient brièvement sur le devant de la scène lorsque des ossements humains sont découverts dans les gorges du Verdon. Les analyses ADN révèlent qu'ils appartiennent à un homme décédé depuis plusieurs décennies, éliminant tout lien avec la disparition des institutrices. La communauté de Valensole apprend progressivement à vivre avec ce mystère non résolu. Le centre, les Lavandes Bleues, cesse d'accueillir des groupes scolaires en 2010. Marie et André Jolivet, profondément marqués par le drame, vendent leur établissement et s'installent en Ardèche. Seul Marcel Girard, bibliothécaire municipal depuis 1998, continue de s'intéresser activement au dossier. Cet homme de 52 ans, passionné d'histoire locale, constitue patiemment un dossier personnel avec tous les articles de presse, témoignages et documents relatifs à l'affaire. Le 3 mars 2024, 18 ans après la disparition, Marcel Girard effectue un inventaire complet de la bibliothèque municipale de Valensole en vue de sa numérisation. Cette démarche s'inscrit dans le cadre d'un projet départemental de sauvegarde du patrimoine documentaire local. Vers 14h30, Marcel examine les ouvrages de la section Histoire régionale quand il découvre, coincé entre les pages 127 et 128 du livre Lavande et traditions provençales de l'historien Paul Reynaud, une enveloppe jaunâtre cachetée avec de la cire rouge. L'enveloppe, de format standard, porte l'inscription manuscrite « Pour celui qui trouvera cette lettre, urgent », écrite à l'encre bleue d'une écriture manifestement féminine. La cire du cachet, bien qu'ancienne, est encore intacte. Marcel, intrigué, examine l'enveloppe sous différents angles. Le papier, légèrement jauni, semble dater de plusieurs années. La cire rouge présente l'empreinte d'une bague signée, probablement celle d'une femme. Après une hésitation, Marcel brise le cachet et découvre une lettre de 4 pages, rédigée sur du papier à en-tête du centre Les Lavandes Bleues. L'écriture, tremblante par endroits, révèle immédiatement l'identité des rédactrices. La lettre est signée par Françoise Garnier, Agnès Delacroix et Véronique Humbert. La première phrase de la lettre glace le sang de Marcel. « Si vous lisez ces lignes, c'est que nous sommes probablement mortes et que notre sacrifice n'aura pas été vain. Nous écrivons cette lettre dans l'espoir que la vérité soit un jour révélée et que notre petite Camille soit enfin en sécurité. » Marcel, comprenant l'importance capitale de sa découverte, referme immédiatement la lettre et contacte le commissariat de Manosque. Il est 15h45 quand il compose le numéro de la gendarmerie, les mains tremblantes. Le capitaine Vidal, désormais commandant et proche de la retraite, se rend personnellement à la bibliothèque accompagné de 2 enquêteurs et d'un technicien de l'identité judiciaire. La lettre est photographiée, analysée et placée sous scellé avant d'être envoyée au laboratoire de police scientifique de Marseille. Le contenu de la lettre, révélé progressivement aux enquêteurs, bouleverse complètement leur compréhension de l'affaire. Les 3 institutrices y décrivent avoir découvert, la veille de leur disparition, une conversation téléphonique troublante entre André Jolivet et un interlocuteur inconnu. Selon leur témoignage écrit, vers 22h30, le 14 juin 2006, Agnès était sortie prendre l'air sur la terrasse quand elle avait entendu André Jolivet parler à voix basse au téléphone dans la cour du centre. Intriguée par le ton mystérieux de la conversation, elle avait tendu l'oreille.
Il parlait de livraison et de merchandise de qualité. Il a mentionné plusieurs fois la petite blonde et donné rendez-vous pour le lendemain matin près du sentier, écrit Agnès dans la lettre. Alarmées par ces propos, les 3 femmes avaient décidé de mener leur propre enquête. Elles avaient découvert dans le bureau d'André Jolivet, resté ouvert, des documents compromettants, photos d'enfants, liste de noms avec des prix et des coordonnées de contact dans plusieurs pays d'Europe de l'Est. La lettre révèle que les institutrices avaient identifié un réseau de trafic d'enfants qui utilisait le centre d'hébergement comme point de repérage. Les victimes étaient sélectionnées parmi les groupes scolaires en visite, photographiées discrètement, puis enlevées lors de sorties ultérieures. Nous avons compris que notre petite Camille était en danger. Sa photo était dans le dossier, avec la mention « Commande urgente, client premium ». Nous ne pouvions pas laisser faire cela, écrit Françoise. Les 3 femmes avaient pris la décision de confier leur découverte aux autorités. Mais André Jolivet les avait découvertes dans son bureau vers 6h30 le matin du 15 juin. Confronté à ces crimes, il avait fait appel à ses complices pour gérer le problème. Nous sommes prisonnières dans un entrepôt à une dizaine de kilomètres de Valensole. Ils nous ont dit que nous serions éliminés si nous ne révélions pas qui d'autre était au courant. Nous avons menti, affirmant que nous n'avions parlé à personne, continue la lettre. Les institutrices expliquent avoir réussi à subtiliser cette feuille de papier et un stylo pour rédiger leur témoignage. Elles espèrent que quelqu'un finira par découvrir leurs lettres et pourra protéger Camille et les autres enfants menacés. Nous savons que nous allons mourir, mais nous voulons que notre sacrifice serve à quelque chose. André Jolivet fait partie d'un réseau international. Sa femme Marie est complice. Elle photographie les enfants et établit les profils. Ils opèrent depuis au moins 5 ans, révèle Véronique. La lettre se termine par des instructions précises. Vérifiez les fondations de la nouvelle terrasse construite en juillet 2006. Contactez Interpol. Protégez Camille Leclerc. Elle est toujours en danger. Cette révélation déclenche une enquête internationale. Interpol est immédiatement alerté et une investigation discrète est ouverte sur André et Marie Jolivet, installés depuis 2010 dans un petit village ardéchois. L'enquête sur le couple Jolivet révèle un passé trouble soigneusement dissimulé. André Jolivet, sous sa fausse identité débonnaire de gestionnaire de centre d'hébergement, était en réalité un ancien détenu libéré en 1995 après avoir purgé une peine de 8 ans pour proxénétisme et trafic d'êtres humains. Les enquêteurs découvrent que le couple avait utilisé le centre Les Lavandes Bleues comme façade pour leurs activités criminelles. Les groupes scolaires leur fournissaient un vivier de victimes potentielles sélectionnées selon des critères précis communiqués par leurs clients internationaux. Le 15 mars 2024, une perquisition simultanée est menée dans leur domicile ardéchois et dans les locaux de l'ancien centre, désormais transformés en gîte rural. Les enquêteurs, guidés par les indications de la lettre, découvrent sous la terrasse construite en juillet 2006 les restes de 3 corps. L'analyse ADN confirme sans équivoque l'identité des victimes, Françoise Garnier, Agnès Delacroix et Véronique Humbert. Les 3 femmes présentent des traces de coups et ont été exécutées par balles à bout portant. André Jolivet, confronté aux preuves, s'effondre et avoue les faits. Il révèle l'existence d'un réseau européen de trafic d'enfants opérant depuis les années 1990. Le centre d'hébergement servait de point de repérage, les victimes étant ensuite enlevées lors de sorties ultérieures ou directement à leur domicile. Les 3 femmes avaient tout découvert, elles menaçaient de nous dénoncer. Nous n'avions pas le choix, déclare-t-il aux enquêteurs, tentant de justifier l'injustifiable. Marie Jolivet, également arrêtée, avoue son rôle de complice. Elle était chargée de photographier discrètement les enfants pendant leur séjour et d'établir des profils détaillés pour les clients du réseau. L'investigation révèle l'ampleur du trafic. Sur 20 ans d'activité, le réseau aurait fait disparaître plus de 50 enfants à travers l'Europe. Les victimes, âgées de 8 à 14 ans, étaient vendues à des clients fortunés dans différents pays. La découverte la plus troublante concerne Camille Leclerc.
Les enquêteurs apprennent que la fillette, désormais âgée de 27 ans, avait été victime d'une tentative d'enlèvement en 2008, 2 ans après la disparition de ses institutrices. Elle avait échappé à ses ravisseurs grâce à l'intervention d'un passant, mais l'affaire n'avait jamais été reliée au réseau de trafic. Si les 3 institutrices n'avaient pas sacrifié leur vie pour révéler la vérité, Camille aurait probablement disparu en 2006. Leur courage lui a sauvé la vie, déclare le commandant Vidal lors d'une conférence de presse. L'arrestation du couple Jolivet provoque une onde de choc dans toute la France. L'affaire, qui défraie la chronique pendant des mois, met en lumière l'existence de réseaux criminels sophistiqués opérant sous couvert d'activités touristiques légales. Le procès, qui s'ouvre en septembre 2024 devant la cour d'assises des Bouches-du-Rhône, révèle l'étendue du réseau international. André Jolivet est condamné à la réclusion criminelle à perpétuité. Marie Jolivet écope de 25 ans de prison. Les familles des 3 institutrices, après 18 années d'attente et de souffrance, trouvent enfin une forme de paix. Julien Garnier, désormais âgé de 55 ans, déclare « Françoise, Agnès et Véronique sont mortes en héroïne. Elles ont sacrifié leur vie pour protéger une enfant. Nous pouvons enfin faire notre deuil. » Camille Leclerc, devenue enseignante comme ses anciennes maîtresses, témoigne lors du procès « Je leur dois la vie. Elles ont choisi de mourir plutôt que de me laisser tomber entre les mains de ces monstres. Je dédie ma carrière à leur mémoire. » L'enquête internationale permet le démantèlement de plusieurs cellules du réseau en Espagne, Italie et Roumanie. 17 personnes sont interpellées et une dizaine d'enfants sont retrouvés vivants et rendus à leur famille. La découverte de la lettre dans la bibliothèque de Valensole pose des questions sur les méthodes utilisées par les 3 femmes pour la cacher. L'expertise révèle que la lettre a été glissée dans le livre en juin 2006, probablement par l'une des institutrices avant leur capture définitive. Marcel Girard, le bibliothécaire qui a découvert la lettre, révèle un détail troublant. Le livre « Lavande et tradition provençale » était l'un des ouvrages consultés par les 3 institutrices la veille de leur disparition. Marie Jolivet me l'avait confirmé lors de l'enquête initiale. Elles avaient préparé leur témoignage et trouvé le moyen de le cacher. Cette révélation suggère que les 3 femmes avaient anticipé leur sort et organisé une ultime tentative de révéler la vérité. Leur sacrifice, longtemps incompris, prend alors tout son sens. Un mémorial est inauguré en juin 2025 dans le village de Valensole, en présence des familles et des autorités locales. La plaque commémorative porte l'inscription « À Françoise Garnier, Agnès Delacroix et Véronique Humbert, institutrices courageuses qui ont donné leur vie pour protéger l'innocence. » L'ancien centre, les Lavandes Bleues, est transformé en centre de formation pour les professionnels de l'enfance, spécialisé dans la prévention des maltraitances. Cette reconversion symbolique permet de transformer un lieu de souffrance en espace de protection. Les champs de lavande de Valensole, témoins silencieux de cette tragédie, continuent de fleurir chaque été. Mais désormais, les visiteurs qui les contemplent connaissent l'histoire de ces 3 femmes qui ont payé de leur vie la protection d'une enfant. Cette affaire illustre la détermination extraordinaire dont peuvent faire preuve des individus ordinaires face au mal absolu. Françoise, Agnès et Véronique n'étaient pas des héroïnes au sens traditionnel, mais des femmes normales qui ont fait un choix extraordinaire, mourir plutôt que de laisser un enfant en danger. Leur histoire rappelle que derrière les statistiques du crime organisé se cachent des victimes réelles, mais aussi des héros anonymes prêts à tout sacrifier pour protéger les plus vulnérables. La lettre cachée dans la bibliothèque est devenue le symbole de cette résistance silencieuse face à l'inacceptable. Cette affaire nous montre comment des femmes ordinaires peuvent devenir des héroïnes extraordinaires face au mal absolu. Qu'avez-vous pensé de cette histoire? Avez-vous perçu les signes tout au long du récit? Partagez vos théories dans les commentaires. Si vous avez apprécié cette investigation approfondie, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer les notifications. Laissez votre pouce bleu si cette histoire vous a marqué et partagez-la avec quelqu'un qui s'intéresserait également à des cas comme celui-ci.